Jean-François Mangin est ingénieur en mathématiques appliquées. Il ne lit pas les lignes de la main, mais celles de notre cerveau. Grâce à l'intelligence artificielle, il cartographie les méandres de notre cortex pour mieux percer son fonctionnement et ses éventuelles défaillances. Tout le monde a déjà vu un cerveau en image. Ici, j'ai un peu plus qu'une image, j'ai un cerveau en 3 dimensions qui vient d'une imprimante et il me tient particulièrement à cœur parce que c'est mon propre cerveau en fait. Vous pouvez voir qu'un cerveau, c'est plein de replis. En fait, on appelle ça des sillons. Et si vous regardez derrière moi, en fait, vous allez voir comment en fait, les sillons apparaissent. Ça se passe pendant le dernier trimestre de grossesse. Ça correspond au cerveau jaune. Donc vous voyez qu'en quelques mois, en fait, on passe d'un cerveau complètement lisse à un cerveau très plissé, qui est plissé à la naissance comme un cerveau d'adulte, les cerveaux gris. On peut se demander pourquoi le cortex est plissé. Et en fait, c'est une astuce que la nature a trouvée pour augmenter nos capacités cognitives tout en gardant à notre tête une taille raisonnable, sinon on aurait des problèmes à la naissance. On a plein de raisons de penser que ces plissements, en fait, quand le développement du cortex est perturbé, il s'y imprime une espèce de signature de cette perturbation. Des perturbations qui peuvent être liées à une mutation génétique ou à maman a une maladie qui impacte le développement, voire elle a ingéré en fait, un produit chimique qui interfère avec tous les processus biologiques. Et donc, nous, en fait, on essaye de développer des outils qui permettent de détecter ces anomalies. Mais c'est vraiment difficile parce qu'en fait, chaque cerveau a un plissement unique. Si vous regardez les cerveaux gris derrière moi, vous pouvez avoir une idée à quel point ils sont uniques, aussi uniques que les empreintes digitales. Et donc, en fait, on a besoin, pour définir ce qui est anormal, de commencer par définir ce qui est normal. Mais c'est quelque chose de vraiment difficile parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de compréhension du phénomène. Il nous manque un peu un champollion, en fait, du plissement du cortex. Pour déchiffrer la surface du cerveau, Jean-François et son équipe développent depuis une trentaine d'années des outils d'intelligence artificielle qui ont appris à reconnaître les différents plissements du cerveau. Je vais vous expliquer comment fonctionne une de nos intelligences artificielles. Elle est constituée de 500 petits réseaux de neurones artificiels, chacun des réseaux étant entraîné à reconnaître juste quelques sillons du cerveau. Et ensuite, ils ont à se mettre d'accord tous ensemble, c'est un peu comme à l'Assemblée nationale. Quand on leur montre un nouveau cerveau, on va voir comment ça se passe. Ici, en fait, tous les plis sont rouges parce qu'il n'y a pas encore de consensus entre les réseaux. Et puis pendant un certain temps, après la discussion, on va voir émerger un consensus autour du sillon central, ici, c'est le sillon le plus simple à reconnaître, il va devenir bleu. Et puis petit à petit, la couleur bleue va s'étendre partout, ce qui correspond en fait à un consensus général. Et à la fin, en fait, on dispose d'un jeu de couleurs qui correspond au nom des sillons qui ont été attribués. Et avec ces attributions de noms, on va pouvoir mesurer un certain nombre de choses sur tous ces sillons pour pouvoir comparer ce cerveau avec d'autres cerveaux de notre base. Les dernières générations d'IA ont déjà analysé plus de 100 000 images de cerveau. Elles sont désormais capables de détecter des anomalies du cerveau invisibles à l'œil nu pour l'homme. Des anomalies qui peuvent notamment survenir au cours de la grossesse. Les cerveaux des bébés très grands prématurés, en fait, ils ne sont pas plissés de la manière la plus classique. À gauche, vous voyez des cerveaux de bébés standards qui naissent à terme, et vous voyez qu'à l'avant de leur cerveau, ils ont un grand sillon rouge qui s'appelle le sillon temporal supérieur, qui est d'un seul tenant. Et à droite, en fait, on voit des très grands prématurés. Ceux-là, ils sont nés après 6 mois de grossesse, simplement, et on peut les sauver aujourd'hui à cet âge-là. Et ils naissent à un moment où leur cortex, il est à peine dans l'ébauche du plissement. Et vous pouvez voir qu'ils sont tellement petits qu'ils tiennent dans la main de leur maman, et que ce sillon temporal supérieur rouge, il est cassé en morceaux. Et c'est probablement la trace d'anomalies du développement qui vont peut-être conduire à des difficultés quand ils grandissent, quand ils vont à l'école. En fait, grâce au très grand nombre de cerveaux que nous pouvons manipuler aujourd'hui, l'IA elle est capable d'en faire émerger du sens. On espère qu'elle va faire aboutir un dictionnaire en fait, de tous les motifs qu'on trouve dans la population générale qui permettra en fait, de clarifier ce qui est anormal. En fait, si un jour il y a un champollion du plissement du cortex, ce sera une intelligence artificielle. Au-delà des formes, Jean-François s'intéresse également au câblage interne de notre cerveau. Là où les axones, les longs bras des neurones, acheminent les informations entre les différentes régions du cortex. Alors sur cette image, en fait, on voit un résultat auquel on ne s'attendait pas du tout, qu'on a réussi à obtenir à la fin des années 90. Ici, chaque trajectoire colorée que vous voyez, en fait, ça correspond à probablement des centaines, voire des milliers d'axones qui permettent à un paquet de neurones de communiquer avec un autre paquet de neurones. Et en fait, on a retrouvé dans cette image ce qu'on pourrait appeler des autoroutes dans le câblage du cerveau qui avaient été décrits par les anatomistes il y a 50 ou 100 ans grâce à des techniques de dissection. Par exemple, ici, vous voyez une grande trajectoire où il y a plein en fait, de câbles qui partent de l'avant du cerveau et qui va vers l'arrière du cerveau, et qui relie en fait deux aires fondamentales dans les régions du langage dans le cerveau, qui leur permettent de communiquer. On voit d'autres câbles de ce genre, par exemple ici ce grand câble violet qui part du haut du cerveau, il permet à cette région de communiquer avec une autre région qui est à l'arrière du cerveau. Cette image elle a été réalisée sur un sujet en bonne santé qui a passé quelques dizaines de minutes dans l'IRM. Elle a permis de mettre en évidence les autoroutes qui avaient été décrites par les anatomistes, mais en fait,
elle recèle bien plus d'informations, c'est un véritable plat de spaghettis dans lequel on peut voir ce qu'on pourrait appeler des nationales, des départementales, et donc on s'est lancé en fait dans le projet de cartographie de ce détail du câblage humain qui n'était pas connu. Ici, vous voyez en fait le dernier résultat qu'on a obtenu, c'est 600 en fait départementales du câblage humain qu'on a mis en évidence en demandant à des intelligences artificielles de comparer des centaines de plats de spaghettis qui venaient de différents sujets. Et ici, en fait, chaque jeu de couleurs, il correspond à un câble qu'on a retrouvé chez plein d'individus et chaque trajectoire vient d'un individu différent. Et vous voyez qu'en fait, ces trajectoires, elles tournent autour des sillons dont on parlait tout à l'heure. Elles ont souvent une trajectoire de U en fait. Donc par exemple, autour de ce sillon rouge, il y a des faisceaux, par exemple le faisceau orange ici, qui part en fait d'une circonvolution qui est en arrière du sillon, qui passe en dessous du sillon et qui ressort de l'autre côté pour que les neurones qui sont de part et d'autre du sillon puissent communiquer. Tous ces câbles qui s'enchevêtrent sont révélés grâce à l'IRM de diffusion, avec des détails ici de l'ordre de 2 mm. Alors l'IRM de diffusion, c'est une technique qui s'appuie sur le fait qu'on peut mesurer la mobilité de l'eau dans une direction de l'espace donné. Et en fait, quand on est dans le cerveau, il y a de l'eau partout, et l'eau elle est agitée, mais elle n'est pas agitée librement comme dans un verre d'eau, elle est perturbée par les membranes des cellules. Si on est dans un faisceau d'axones, je vais dessiner un axone, les faisceaux d'axones ils sont assez rapprochés, il y a de l'eau qui est à l'intérieur des axones, et il y en a qui est entre les axones. Si l'eau qui se balade, elle a envie de se balader dans la direction des axones, il n'y a rien qui la perturbe. Par exemple, cette molécule, elle va aller très très loin dans cette direction-là. En revanche, si celle-ci, elle a envie de partir dans une direction transverse, elle va rebondir sur la membrane, elle va rebondir plusieurs fois, elle ne va pas se déplacer autant. L'eau à l'extérieur, c'est un peu pareil. Si elle a envie de se balader dans la direction des axones, elle va être libre. Dans une direction orthogonale, elle va devoir contourner les axones. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est capable, en fait, si on a accès à la mobilité de l'eau dans différentes directions de l'espace, de deviner la direction des axones. Si je prends un bloc de cerveau qui est centré sur ce câble, ça s'appelle un voxel, en fait, c'est l'équivalent en 3 dimensions du pixel, et qu'on mesure la mobilité de l'eau d'abord dans la direction de ce câblage, elle va être très importante, et puis dans une direction orthogonale, elle va être faible, et puis dans les directions intermédiaires, elle va être intermédiaire. Donc là, on arrive à deviner que dans ce voxel, il y a des axones dans ces directions-là. Et puis, si dans le voxel à côté, ce câblage il se poursuit, mais il croise un autre faisceau, en fait, ce qu'on va mesurer, c'est que dans la direction du premier câblage, on est toujours très très libre. Il va y avoir la direction de l'autre câblage, où l'eau est aussi très très libre. Puis dans les directions intermédiaires, la mobilité se réduit. Donc quand on a cette information sur plein de cubes de cerveau, on peut reconstruire la trajectoire des faisceaux. Donc par exemple ici, on peut deviner qu'il y a un premier faisceau qui est celui qui correspond à mon dessin initial, qui est dans cette trajectoire, et puis il y en a un deuxième qui croise le premier, qui croise ce deuxième voxel. Et donc avec ça, on arrive à faire le plat de spaghetti qui nous donne une représentation du câblage de la personne qui est dans l'IRM. À partir des cartes de connectivité réalisées par Jean-François et ses collègues, il est possible de déceler certaines anomalies, notamment chez des personnes présentant des troubles du spectre autistique. Nous collaborons en fait avec une équipe de psychiatres qui est pilotée par le professeur Jocelyn Ouenou pour essayer de voir si nos cartes nationales et départementales permettent de faire du sens quand on observe un cerveau d'autisme. Donc ils ont fait passer en fait 29 personnes qui avaient des signes d'autisme dans l'IRM et l'équivalent du nombre de contrôles pour les comparer. Et ils ont projeté en fait notre carte sur le câblage de ces autistes et ils ont découvert que sur les 100 nationales, 13 d'entre elles en fait étaient sous-développées sur les sujets autistes. Chaque couleur que vous voyez ici, c'est un de ces câblages qui est moins développé. Par exemple, ici on voit qu'il y en a un certain nombre qui sont dans la région temporale, qui est une région qui est connue pour être impliquée dans tout ce qui est interaction sociale, donc ça fait pas mal de sens. Et en fait, plus ces faisceaux sont sous-développés, plus les patients en fait ont des symptômes autistiques qui sont importants. Donc on ne peut pas prétendre que c'est à l'origine de l'autisme, mais c'est au moins une conséquence du comportement autiste, et peut-être plus, ça indique en tout cas des voies à explorer pour la recherche thérapeutique. Mais aujourd'hui, en fait, avant de pousser la recherche plus avant, on a envie de valider que ces faisceaux qu'on a mis en évidence, ils correspondent vraiment à une réalité. Parce qu'en fait, cette technique, elle n'est pas fiable à 100%, parce que le cerveau, il est plein de croisements de câbles, et quand on suit pas à pas une trajectoire, on peut faire une erreur quand il y a une bifurcation. Par exemple, s'il y a un croisement à 90 degrés entre deux faisceaux, c'est facile à démêler. S'il y a un croisement à 20 ou 30 degrés, on peut faire une erreur et créer un faisceau qui n'existe pas dans la réalité.
Pour confirmer la présence de ces faisceaux courts, Jean-François a fait appel à des neurochirurgiens du CHRU de Tours qui ont développé une nouvelle technique de dissection pour retrouver ces faisceaux sur des cerveaux post-mortem. Une autre méthode a également été employée. On a une deuxième approche pour valider en fait nos découvertes, pour résoudre toutes ces ambiguïtés qui sont liées au croisement qu'on observe à la résolution qu'on fait in vivo sur les patients. C'est notre collègue Cyril Poupon, qui est vraiment l'expert maison de l'imagerie de diffusion, qui la met en œuvre. En fait, sur un bloc de cerveau post-mortem, il est capable de pousser la technologie à une résolution de l'ordre de 200 microns. Donc quelque part, les croisements ils disparaissent et on est capable en fait sur ces images de mettre en évidence les faisceaux en U, les départementales dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez ici leur trajectoire extrêmement finement mise en évidence. On voit qu'il n'y a plus aucun croisement qui crée une ambiguïté et donc on est capable de faire ça sur les régions qu'on a mis en évidence sur l'autisme pour pouvoir vraiment valider nos découvertes. Si l'existence des faisceaux courts se confirme, leur détection permettrait de mieux discriminer les différentes variantes présentes dans le spectre autistique.